Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilote, démarrez vos moteurs, le podcast francophone dédié à la NASCAR. On va faire aujourd'hui le point sur la première partie de cette saison 2025. Certains pilotes se sont bien mis en évidence, d'autres se sont fait très discrets pour ces premières semaines de compétition. Mais rien n'est joué car en NASCAR, ce qui compte, c'est de franchir le premier la ligne d'arrivée de la dernière course de l'année qui aura lieu en novembre à Phoenix. Comme d'habitude, Marshall Marquez est présent pour nous donner ses précieux avis sur le monde de la NASCAR. Comment vas-tu mon cher Marquez? Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Merci encore une fois de m'accueillir parmi nous. Ça fait quelques temps depuis nos deux premiers épisodes. Merci pour vos retours, vos vues, vos conseils. On a eu le petit couac classique du débutant, mais bon, personne n'a commencé en étant champion rookie, hein, à ma connaissance. Donc bon. Ça arrivera peut-être un jour, ça arrivera peut-être un jour. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Alors, Alors, chers chers auditeurs auditeurs et chères et chères auditrices, auditrices, démarrez vos démarrez moteurs. vos moteurs. Donc, du coup, on part sur cette Stage 1. On va parler de la Cup Series. Depuis le début de la saison, là, il y a trois hommes, trois pilotes qui se sont vraiment détachés du reste de la concurrence, qui se sont vraiment mis en évidence, Marcas. C'est Byron, Bell et Hamlin. C'est vraiment les trois hommes de ce début de saison. Pour faire un rapide résumé, à eux trois, ils cumulent 6 victoires en 8 courses, auxquelles il faut rajouter 5 podiums. C'est aussi les trois premiers au classement général et au classement des points de playoff. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Un peu dans le détail, Hamlin, il a 2 victoires. Euh, Christopher Bell, il a gagné 3 courses à suivre. Et Byron, lui, il a gagné une seule course. Par contre, il a aussi fait 2 fois deuxième et c'est lui le plus régulier pendant les courses. Oui, 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 oui. Bon, déjà, on peut dire que pour les personnes qui se souviennent de notre épisode, j'avais pu dire que Denis Hamlin serait le flop de la saison. Je pense d'ores et déjà on peut encadrer ça pour les annales et le best-of de fin de saison, puisque il est parti, surtout que là, il est bien en forme, puisqu'il reste sur 3 top 5 sur les 3 dernières courses et surtout 2 victoires à Martinsville et la semaine dernière, en on enregistre à Darlington, en partant à chaque fois des 3 premières lignes. Donc, il est pas mal au championnat. Honnêtement, je ne le voyais pas si haut, si vite. Est-ce que ça sera sa saison pour gagner le titre? Ça, c'est un débat sur lequel on s'attardera sans doute plus tard dans la saison quand les playoffs arriveront. Mais voilà, pas mal du tout. On voit surtout, on peut dire que pour l'instant, on en parlera plus tard dans nos red flags, mais Toyota et Chevrolet dominent quand même pas mal le championnat de constructeurs, si on peut dire ça ainsi, puisque c'est simple, aux 6 premières places, on retrouve une Chevrolet avec Byron, puis deux Toyota d'Hamlin et Bell de Joe Gibbs Racing, la Chevrolet de Chase Elliott, la Toyota de Tyler Reddick et Kyle Larson. Il faut attendre Ryan Blaney pour retrouver la première fois dans le championnat. Mais sinon, non, tu l'as dit, Christopher Bell qui a fait l'exploit de gagner 3 courses d'affilée, ce qui est quand même sur 8 courses. Enfin, sur 8 courses, il en a gagné quasiment 50% à lui tout seul. Donc c'est quand même, je Ouais, pense, clairement. un exploit qu'on peut noter. Et puis William Byron, non, assez régulier, c'est simple, 8 courses, 5 top 10, personne ne fait mieux, puisqu'on a beaucoup de pilotes qui ont 5 top 10. Mais voilà, un championnat où il n'y a pas vraiment de surprise, si ce n'est peut-être la victoire de Josh Berry avec la Wood Brothers Racing, mais on pourra en reparler par la suite. Mais c'est vrai, alors, quand même quelque chose à souligner, c'est vrai que tu en as parlé rapidement quand tu parlais des constructeurs. C'est vrai qu'il y a une petite surprise là quand même depuis sur ce début de saison. C'est que c'est Toyota qui mène au nombre de victoires pour les constructeurs. Et c'est quand même 5 victoires sur 8. Alors que Chevrolet, qui en général termine en tête, on a que 2. Bon, les victoires, elles ont été gagnées par les pilotes de la Joey Gibbs Racing, Denny Hamlin et Christopher Bell. Mais c'est vrai que ça a souligné quand même l'excellent début de saison de Toyota, qu'on pouvait, qu'on n'attendait pas forcément aussi fort sur ces premières semaines de compétition. Toyota, non. Après, certains pilotes comme Christopher Bell, comme tu as pu l'évoquer en début
de nos précédents épisodes, c'est un peu ton favori pour la saison. Et puis voilà, c'est pas vraiment une surprise. Hamlin et Reddick non plus, mais il faut pas oublier derrière que typiquement, si on regarde un peu le calendrier, sur les 16 pilotes qui sont pour l'instant qualifiés dans les playoffs, on a aussi Bubba Wallace qui est relativement régulier, on n'en parle pas, mais il fait une saison honorable, puisqu'il reste sur les. Bon, à part Darlington où il finira 21e, il reste sur deux troisième places sur le Homestead Miami Speedway et à Martinsville sur le short track, avec quand même trois courses qui sont démarrées dans le top 10. Donc en fait, mine de rien, il accumule des points. Si je regarde, typiquement, il a marqué 40 points, 41 points à Miami, 42 à Martinsville, sachant que la victoire, rappelons-le, ramène 40 points. Donc en fait, il grappille comme ça, et puis finalement, ça permet aussi à Toyota de se positionner comme ça en tête du championnat manufactureur-constructeur. Après, si on fait un point sur les écuries, bon, c'est simple, il y en a deux qui dominent, Hendrick et Joe Gibbs, il n'y a pas photo. C'est principalement ce qu'on peut dire pour le moment. Et du coup, la question qu'on peut déjà se poser, au vu de la domination de ces trois hommes, du coup, on disait ils sont aux trois premières places du classement général. C'est et en plus, il me semble avec une petite avance sur les suivants, notamment pour le classement des playoffs. C'est est-ce qu'on connaît déjà un peu les trois pilotes qui devraient se disputer le titre à la fin de la saison, ou est-ce que c'est un peu tôt pour se prononcer? Hmm, bonne question. Je ne sais pas ton avis, toi, mon cher Jules, mais Bah, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu tôt, parce qu'on est quand même à 8 courses. Il faut pas oublier qu'il en reste quand même 28 dans la saison et que hmm. c'est pas non plus une course de Formule 1 de 2 heures, hein. C'est plutôt un marathon à ce niveau-là. Il faut voir. Je pense que honnêtement, encore une fois, j'ai pas de doute sur leur capacité à tenir ces leçons, puisque même si Hamlin n'a jamais gagné le championnat, c'est un monstre des régularités. C'est un peu le nouveau Marc Martin. En ce qui concerne William Byron et Christopher Bell, bon, c'est des pilotes, Christopher Bell et William Byron, qui sont régulièrement en finale de championnat, qui n'ont pas encore gagné de titre. William Byron l'a fait pour la première fois depuis quelques années, un back-to-back en gagnant le Daytona 500 en 2024 et en 2025. Comme j'avais pu le dire, c'est mon favori, donc c'est pour ça que je le pousse un peu, mais il a la régularité, il connaît bien Hendrick, il connaît bien la maison. Donc, et finalement, c'est le pilote qui a mené le plus de tours depuis le début de saison. Il a mené 354 tours depuis le début de saison, alors que par exemple, un Christopher Bell, malgré ses trois victoires, n'aura mené que 139 tours. Bon, après, les tours menés ne peuvent pas dire grand-chose, puisque derrière, le troisième pilote avec le plus de tours menés, c'est Joey Logano, qui est le seul pilote à ne compter aucun top 5 parmi les pilotes qualifiés pour l'instant pour les playoffs. Mais voilà, je Ça pense peut, qu'il bah, faudra n'empêche que aussi. cette donnée peut avoir son importance parce que quand on mène, plus on a mené de tours, plus il y a de probabilité de remporter des segments, ce qui ramène des points de playoff aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai que si on gagne les segments, on a vu des stratégies, par exemple à Darlington, où certains se sont arrêtés, ou même à Martinsville, pour jouer la course ou jouer les points de playoff. Je pense pas qu'au bout de 8 courses seulement, il convient déjà d'être dans une stratégie de jouer les points de playoff. Mm. Mais il faut pas oublier derrière deux autres pilotes, on a pu en parler un peu, mais entre nous en off, mais Kyle Larson et notamment Tyler Reddick qui sont en embuscade puisqu'ils sont pas très loin au championnat. Kyle Larson, bon, malgré son abandon à Darlington la semaine dernière, resté sur 4 top 10 en 4 courses, dont une troisième place Phoenix, donc qui sera le lieu de la finale en novembre, et une victoire à Homestead Miami, le lieu de l'ancienne finale, sachant qu'il a également fait cinquième à Martinsville, qui est le lieu d'une course du Round of Eight. Donc ça peut déjà nous donner des indices, puisque bon, la course du printemps ne fera pas la course de l'automne. Mm. Et pardon, attends, j'ai eu un bug de cerveau. Pardon. Oui, mais on peut pas mentir sur le fait que Kyle Larson peut déjà, comme d'habitude, être en embuscade et ne pas être rayé de la liste. Bah, clairement, c'est pas suffisant pour dire si ça va être comment suffisant. Enfin, si c'est vraiment que ces trois pilotes-là qui vont jouer le titre, c'est évidemment trop tôt dans la saison. Mais il n'empêche que ça donne quand même des indications sur euh, qui se détache et qui va avoir la pancarte tout au long de la saison. Parce que
Là, on peut se dire quand même que ces trois pilotes-là, donc Byron, Bell et Hamlin, ils vont avoir la pancarte tout au long de la saison d'avoir été les meilleurs pilotes du début de saison. Il y aura plus d'attentes sur eux. J'étais un peu en train de regarder leur début de saison des années précédentes. Ils faisaient pas forcément des très gros débuts de saison. En tout cas, parfois avec des victoires, mais pas avec autant de régularité. Et ça peut être intéressant de voir s'ils vont être capables de tenir un peu cette pression, de se retrouver très rapidement sous le feu des projecteurs. Enfin, je nuance un peu mon propos, là je suis en train de regarder Denny Hamlin. En 2021, il avait fait un très très gros début de saison où sur les 10 premières courses, il fait 8 top 5. Et bah, en fin de saison, c'est une très belle troisième place, mais par rapport à son début de saison où ça carburait beaucoup, euh, peut-être que la pression a fait que ça a été plus dur pour lui en fin de saison. Donc Oui, oui, et puis il faut voir cet c'est atout, c'est intéressant quand même que de se dire que ces trois pilotes-là se sont tellement montrés depuis le début de la saison que forcément ils vont être très attendus à chaque course. Et est-ce qu'ils vont être capables de tenir la pression, euh, d'être un peu sous le feu des projecteurs à chaque sortie en se disant bah, ils ont fait un super début de saison, donc on s'attend à ce qu'ils continuent sur leur lancée. Donc à voir quand même si le fait d'avoir cette pancarte-là, elle peut peut-être leur desservir à un moment ou à un autre dans la saison. hmm, c'est vrai. Après, je pense que les pilotes, c'est pas vraiment des surprises, c'est pas des Connor Zilisch ou autres qui arrivent et qui surperforment. C'est des valeurs sûres, donc je pense qu'on les retrouvera, on va faire le point après, mais on les retrouvera probablement en playoff, même en round of 8 sans doute. Après, est-ce que les trois seront en finale? C'est ça la question. C'est un autre sujet. Mm. Mais voilà, mais pour l'instant, on peut mettre une petite pièce sur ces trois pilotes et à voir d'ici notre prochain épisode ce que ça va donner, bien sûr. Mm. Ouais, parce que bah clairement, par exemple, je parlais de Denny Hamlin, tout aussi fort qu'il soit, ça fait 3 ans qu'il a pas disputé la finale de Cup Series. Donc effectivement, très bon début de saison, mais est-ce qu'il réussira pour autant à aller jusqu'au bout? Qu'il soit en playoff, ça fait aucun doute. Qu'il soit au deuxième, voire au troisième tour de playoff, pareil. Mais est-ce que ce sera suffisant pour eux pour aller chercher la finale? C'est quand même pas complètement gagné. Et effectivement, derrière, bah, comme tu le disais, il y a des Kyle Larson ou Tyler Reddick, par exemple, même s'ils sont un peu moins en vue sur le début de saison, ils sont assez impressionnants par leur régularité. Ça serait pas choquant de les voir prendre des victoires sur les prochaines courses, sur les prochaines semaines, et se rapprocher de la tête du classement général. On passe tout de suite à l'instant BBQ Tailgate. Donc en Xfinity, début de saison super intéressant et très, comment? Avec beaucoup de vainqueurs différents. Est-ce qu'il y a eu 6 vainqueurs différents en 8 courses? C'est Donc c'est cool, ça permet de montrer qu'il y a un niveau qui est relativement homogène. Sur ce début de saison, c'était pas forcément gagné parce que, comme on l'avait déjà dit sur la preview, il y avait quand même beaucoup de pilotes du haut de tableau qui s'en étaient allés, qui sont partis dans d'autres divisions. Donc c'était pas forcément gagné que ce soit aussi serré. Mais finalement, il y a, on voit quand même trois pilotes qui se dégagent avec Allgaier, Mayer et Hill, qui sont les plus solides sur ce début de saison. À eux trois, ils ont gagné 5 courses, auxquelles il faut rajouter 7 podiums. En tout, ils sont à 16 top 5. Et c'est les trois premiers du classement général, mais il y a très peu de différence avec les pilotes qui les suivent. Et pour la Xfinity, bon, Allgaier, que les champions sortants, quand même, domine assez largement jusqu'à présent le championnat.
Mais puisque sans surdominer non plus en course. C'est-à-dire qu'il est devant au classement, mais sur les courses, à il part est sur le, jamais, à part sur le il est plus quota, régulier que les autres, mais il n'est pas non plus, il est ouais, pas non plus ultra au-dessus de la concurrence. oui, à part sur le quota, ou après, de ce que je connais, c'est pas le meilleur pilote en routier qu'on connaisse. Ouais. C'est pas Ça reste un un truc spécifique, un peu Rosbergen. les courses sur route. Ouais, ouais, mais tu vois, enfin, il reste sur 5 courses, 5 top 5, 2 victoires, 2 troisième places. Donc le mec, même quand il gagne pas, il arrive toujours à marquer un Mm. max de points. Ah, clairement, par contre, c'est le plus régulier, mais c'est le plus régulier sans donner l'impression de survoler chaque course, chaque tour, chaque segment. Un qui me, je sais pas si on peut dire me déçoit. J'ai pas vraiment suivi son début de saison un peu en dilettante. Je m'attendais à voir Christian X plus, plus haut dans le classement, Il est combien là puisque actuellement? il est 16e. Il a 3 top 10, mais en fait, c'est surtout par rapport à sa saison de Truck Series où il fait 8e du championnat avec Torsport en 2019, en 2022, pardon, puis 5e et 3e en 2023 et 2024 chez Mac Anali Ilgeman. Enfin, le gars, quand tu regardes typiquement la saison dernière, sur toute la saison de Xfinity de Truck, pardon, il y a une seule course quand même, le gars, et il abandonne, je crois. Mais sinon, il a fini tout le temps dans le top 10. Après, trois top 10 dont dans le détail, il fait cinquième à Phoenix, septième à Darlington et huitième à Las Vegas. Non, pardon, cinquième au Circuit des Amériques et Au huitième à quota, ouais, ouais. Phoenix. Pour un rookie, ça reste pas mal quand même. Bon, après, effectivement, il y a des gros ratés, hein, 38e à Miami, 34e à Martinsville, 29e Ouais, à c'est ça. Atlanta, c'est des gros ratés, mais bon, ça reste un rookie, c'est pas non plus. Et puis en plus, il est chez Colleague Racing, donc faut pas oublier. En fait, c'est surtout ça qui me déçoit, c'est quand même, c'est que Colleague Racing, c'est l'équipe d'un certain AJ Allmendinger, notamment. Donc bon, c'est pour ça que il me déçoit un peu, mais bon. Après, on va pas se le cacher, c'est vrai il manque juste de la régularité. Sinon, c'est raisonnable. Après, ses coéquipiers chez la Colique sont pas. Daniel Day, il est 13e au classement général, 3 top 10 aussi. Euh, et j'ai perdu le troisième. Et le troisième, il est 21e. Donc, les Ouais. performances de l'écurie, d'une manière générale, sont pas bons. Non, non, non. Après, Mais un bon, aussi qui est revenu, comparé à ses coéquipiers, du coup, être 16e, c'est pas non plus la cata. un qui revient aussi, on en avait parlé un peu en début de saison, chez une nouvelle équipe, Viking Motorsport, c'est Matt Di Benedetto. Hmm. Bon, voilà, c'est pas très glorieux. C'est pas très très glorieux. Non, effectivement, il Il a a que fait, 3 top 15 à son actif, il, 11e il est, place pour sa meilleure performance. voilà, surtout qu'il est derrière des pilotes, enfin, moins capés, moins connus, enfin, typiquement juste devant lui, il y a William Sawalik, à 22e position, encore Parker Retzlaff. Donc voilà, est-ce que c'est le début de la fin, ou même la fin du début pour Matt Di Benedetto, c'est tout à fait envisageable, dirons-nous. À voir, à voir. Mais du coup, on peut aussi signaler les belles performances de. Bah, du coup, on disait qu'ils étaient un peu trois en tête du classement général, mais juste derrière, il y a Sheldon Creed et Jesse Love qui qui sont très bien partis aussi. Il y a une victoire pour Jesse Love, 3 top 5 pour Sheldon Creed. Ça leur fait, ce qui leur fait des beaux petits points pour les playoffs en général. Et surtout, bon, on en parlera après sans doute dans nos cœurs, donc on va pas se faire, mais le pilote qui est 6e au général, bon, on parlait de rookie à l'instant avec Christian X. En termes de rookie, voilà, je pense que Et on sait déjà qui va finir rookie de l'année cette saison, mais bon, on va avoir l'occasion d'en rediscuter juste après. c'est ça. Mais Mais en tout cas, un ça peut. pilote, je mets un tips parce que Brandon Jones a gagné
la semaine dernière à Darlington et ça faisait 98 courses qu'il n'avait pas gagnées. Sa dernière victoire remontait à la saison 2022. Oui, oui, non, c'est vrai que ça a signalé. C'est pour dire que donc Ça faisait quand même une longue période de disette pour un pilote de son calibre. c'est ça. Bon, après, on sait qu'il apporte beaucoup, pas mal d'argent à l'écurie avec le groupe Ménard, mais quand même, c'est sa dernière victoire, si je ne me trompe pas, remontée à Martinsville. Donc justement, il y a 3 saisons quasiment jour pour jour, puisque la course avait lieu le 8 avril 2022. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire que pour l'instant, en Xfinity, c'est quand même très très serré. Ce qui n'est pas le cas en Truck Series. Pour l'instant, il y a une domination assez importante d'un pilote. C'est Corey Haim. Il y a eu 5 courses. Il y compte déjà 2 victoires plus un podium. Il a gagné 4 segments aussi. Il est largement en tête du classement général. Est-ce que c'est Est-ce l'instant où tu que... fais ce qu'on disait en off et tu pousses ton petit coup de gueule ou envers la Track Series Ouais, ou pas au on Surgé? en avait parlé. C'est juste, moi, ça m'énerve de voir des pilotes de Cup Series qui vont se faire des extras. Bon, là, c'est surtout en Truck Series parce que pour le coup, ils ont gagné. Il y a une victoire pour Kyle Larson à Homestead et une victoire pour Kyle Busch à Atlanta. Mais je comprends pas pourquoi ils viennent fausser le championnat. Alors, c'est bien pour eux, c'est bien pour les sponsors, pour la fame et tout. Je crois que c'est Kyle Larson à Homestead. Il s'était donné le défi de gagner les 3 courses en Truck Series, Xfinity et en Cup Series. Mais je trouve que ça fausse le championnat en fait. Et que ça peut venir perturber les pilotes. Après, Question championnat faussé, ça a toujours été comme ça, donc peut-être qu'au final ça change rien, mais je mais trouve ça voilà, dommage plus pour les spectateurs. C'est comme si Verstappen, il s'ennuie trop en Formule 1, il se dit tiens, le samedi, je vais aller faire une course de F3 pour, euh, pour voir ailleurs, quoi. C'est c'est vrai. Non, mais un voilà, peu- après, je sais qu'il y a quelques saisons, ça avait joué sur le championnat. C'est vrai qu'en fait, ça pue l'image comment dire, de championnat d'antichambre, de l'antichambre même. Comme on disait, c'est beaucoup quand même pas mal de fils à papa ou autres, et quelques vétérans comme Grant Enfinger ou Stewart Friesen, encore Matt Crafton. Mais voilà. Après, un qui me déçoit beaucoup, Raja Karuth. Seulement 2 petits top 10 depuis le début de saison. C'est pas glorieux. Après, voilà, Oui. j'attends de voir ce qu'il va pouvoir donner sur la suite parce qu'il est quand même dans une bonne écurie, l'Aspire Motorsport. Voilà, j'attends de voir ce qu'il va donner puisqu'il est quand même derrière des pilotes moins capés, encore une fois. Un autre qui est un peu décevant, euh, et encore, dès ce qu'on peut dire décevant, avec 2 top 5 et 4 top 10, Grant Enfinger, mais c'est pas, il m'a pas donné des frissons quoi, depuis le début de saison. Parce que, ouais, Ça reste un début de saison non, ça, plutôt solide. mais On pourrait s'attendre à mieux venant de lui, mais ça, c'est même un peu mieux que son début de saison l'année dernière. Donc, ce qui l'avait pas empêché de finir quatrième. Du coup, on parlait de Corey Haim au tout début. Euh, Très solide depuis le début de la saison. Est-ce que ça fait de lui le très grand favori, à ton avis, pour le titre? Sachant qu'il a fait, sur les 2 dernières saisons, il fait quatrième et deuxième du classement final. sincèrement, ou politiquement, je peux dire non, machin, ouais, il y a d'autres pilotes. Honnêtement, oui, je pense que ça peut être le favori qui peut gagner le championnat. Bah, en tout cas, on parlait de pancarte tout à l'heure pour Bell, Hamlin et Byron. Là, c'est plus que la pancarte, hein, clairement. Quand on a un début de saison aussi dominant par rapport au reste des concurrents, je pense quand même qu'il se place pour être vraiment le pilote grand favori pour la victoire finale, je pense. Hmm.
Bon, du coup, on va passer à la troisième partie de ce podcast avec le checkered flag. Bon, là, on Donc, du est. coup, on va distribuer un peu les bons points et les mauvais points de ce début de saison. Je sais pas par qui, par quoi tu veux commencer. Bon, je pense qu'on est assez d'accord. En termes de Cup Series, Christopher Bell, voilà. Il y a pas beaucoup de débats. Trois victoires d'affilée, cinq podiums en tout, c'est quand même un début de saison très très solide. Euh, Même s'il n'est pas en tête du classement général parce qu'il a été un tout petit peu moins régulier que Hamlin et Byron. 31e à Daytona et 12e à Miami. Mais sinon, quand il a pas trop de problèmes, il est là pour jouer la gagne. On pouvait l'évoquer concernant la Xfinity rapidement au début de cet épisode, mais Connor Zilisch, enfin, le gars, il avait la pancarte, encore une fois, c'est un peu le thème de l'épisode, avoir la pancarte, mais il a, il a survécu à la pression, mais incroyablement. Oui, C'est beau à voir. ouais, donc on redit ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Une victoire, deux top 10. Il a gagné les deux segments à Martinsville aussi avant de connaître, c'était des soucis mécaniques, il me semble, ou un accident, je sais plus, mais il finit 28e à Martinsville, mais il aurait dû finir beaucoup plus haut dans le classement. Euh, à suivre si, parce que pour l'instant, il reste assez régulier. Il est 27e et 34e sur les deux premières manches, encore 16e à Phoenix. En fait, Du il est coup, surtout 28e à très bon Martinsville. sur les routiers, encore une fois, hein. Parce que c'est là il a démarré en Cup Series. Et puis Ouais. surtout, il a gagné sa course, lui permettant d'accéder au playoff à Austin, au circuit des Amériques. Mais, mais du coup, à suivre, s'il n'est pas capable de gagner un peu en régularité au cours de la saison, ce qui pourrait lui permettre, pourquoi pas, de viser plus que simplement des playoffs à la fin de saison. Et pour la Truck Series, moi j'ai noté Gio Ruggiero. C'est ses toute première course en Truck Series cette saison, 18 ans. Et donc dès sa première course, il fait deuxième à Daytona. Pas mal, pas mal. Et depuis, il tourne toujours autour de la 10-15e place. Ouais, il y a un petit crash à Homestead où il termine que 29e. Mais sinon, assez régulier, 11e à Atlanta, 15e à Las Vegas, 12e à Martinsville. Donc 4 top 15 en 5 courses. Moi, je Meilleur vais mettre, rookie pour l'instant en Truck Series, plutôt solide. moi, j'ai envie de te parler de Jake Garcia pour la Torchport. Pas parce que Ouais. c'est mon écurie préféré, mais parce que j'ai l'impression qu'il monte un peu gentiment en puissance cette saison. Il a fini encore troisième à Martinsville pour la dernière course, septième à Homestead. Et même, il est très très bon en qualif, pardon. Très bon pilote de qualification. Et par rapport à la saison 2024 et même par rapport à la saison 2023, où il avait fait quelques courses déjà. Enfin, j'ai l'impression qu'il est nettement plus régulier. Mm. Donc, ça joue en sa faveur. Et puis voilà, je suis curieux de savoir ce que ça a donné par la suite. Et juste pour finir, j'avais oublié, mais sur la Xfinity aussi, parler des performances de Arik Almirola. Il a fait que 4 courses sur 8 cette saison. Par contre, dans l'ordre, troisième à Atlanta, premier à Phoenix, deuxième à Las Vegas. Bon, 13e à Martinsville, c'était moins bon. Mais 4 courses, 3 podiums, une victoire. Pas mal. Pas mal. On peut dire que c'est notre driver of the month, pilote du mois, hein, on va pas se le Ah, cacher. il n'y a Comme pas ça de c'est doute. fait. C'est meilleur pilote depuis le début de saison, toute division confondue, ouais, effectivement. Ok, donc là, on va distribuer rapidement quelques mauvais points aussi en Cup Series. Donc, on est assez d'accord pour noter Shane Van Gisbergen en, en déception. C'est un rookie, mais qu'on attendait beaucoup euh, au vu de ses performances ces dernières saisons dès qu'il posait les pieds dans une voiture NASCAR. Aucun top 20, enfin un seul top 20, mais c'était au circuit des Amériques à Austin, donc qui est un circuit routier qui est son, son type de circuit de prédilection. Et toi, Marcas, tu as aussi noté la Penske.
Oui, notamment pour s'y passer en tout Un début de peu à la saison. ramasse depuis le début de la saison. C'est ça. Aucune victoire. Aucun, aucun podium. Enfin, Septième, même neuvième et Daytona. 21e au général. Si on reprend le tout début de saison Daytona, Logano est en tête pour le sortir, parce que c'est un des meilleurs bloqueurs du circuit. Et les gars arrivent à se sortir, à faire le Big One à Daytona juste entre équipiers, quoi. Et ça m'a énervé au plus haut point. Même depuis, ils partent en tête à queue dans les stands. Enfin bref, ça m'a énervé. J'attends de voir ce que ça a donné, mais honnêtement, c'est poussif ce début de saison. Poussif. En Xfinity, moi j'ai noté Sammy Smith. Donc il est, comme l'année dernière, il est 11e du général. Euh, mais par contre, c'est décevant au vu du nombre de pilotes qui sont partis à l'intersaison. On en aurait pu s'attendre à ce qu'il grimpe un peu dans la hiérarchie. Non, je confirme. Comme j'avais évoqué un peu dans la rubrique consacrée, qui s'annexe. Voilà. Parce que par rapport à son parcours en Truck Series. Et voilà, je n'ai pas suivi. Il faudrait que je m'y attarde plus sur son parcours sur les prochaines courses. Mais voilà. Déçu un peu. Il n'est même pas dans les playoffs pour l'instant, donc à voir. Et en Truck Series, je sais pas si tu avais noté quelqu'un. Bah, tu as déjà parlé de Raja Karu. Carruth, ouais. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un autre nom. Sur lui, non, 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 bah, comme tu disais, j'ai te laissé parler plus sur Matt Crafton. Mais voilà, sinon, non, Raja Carruth et Matt Crafton, je pense principalement mes déceptions jusqu'à présent. Déception, c'est un grand mot, mais au moins les drapeaux rouges, quoi, les pilotes Ouais. plutôt catastrophiques jusqu'à Bon, présent. pareil, c'est pas pour Matt Crafton, hein, c'est pas catastrophique. Juste, il n'y a pas vraiment de pilote qui fait vraiment des grosses contre-performances en Truck Series pour l'instant. Mais juste, on peut noter que son début de saison est un peu moins bon que l'année dernière. Il a un seul top 10 pour l'instant contre trois au même moment il y a un an. C'est pas terrible pour un pilote qu'on imagine en playoff, mais bon, après, c'est pareil pour tous les pilotes qu'on a cités. C'est quand même. Le chemin est encore très long jusqu'au playoff. Il y a le temps de se remettre dans la bonne direction et d'aller marquer des points et de finir en playoff quand même. Donc, c'est des petites contre-performances, mais rien de catastrophique pour l'instant. On va passer à l'overtime maintenant. Pilote rappelons-le, pour le Free Pass Lucky Dog, c'est un pilote qui n'est pas dans les playoffs ni dans le top 20. Donc moi, je vais citer Ricky Stenhouse. Bon, j'avoue, je triche un peu puisqu'il est 18e au championnat, mais il était 20e avant Darlington. Puisque on arrive sur Talladega et c'est un très bon pilote en super speedway, donc je dois bien faire une bonne performance. Voilà, rien de plus à rajouter, c'est très succinct, mais voilà. Moi, j'ai juste noté, bon, ça, c'est un peu pour mettre en exergue aussi leur début de saison un peu en dents de scie, Daniel Suarez et Brad Keselowski, qui sont 24e et 31e au classement général. Aucun top 10 pour Brad Keselowski jusque-là. Euh, un seul pour Suarez, qui a fini deuxième, c'était à non, c'était pas Homestead, c'était à Las Vegas. Voilà. C'est mes Voilà. petits pronos, je pense ils sont capables de se réveiller maintenant. Ça va un tout petit peu mieux qu'en tout début de saison, il me semble. Oui, Suarez, il est revenu dans le top 15 c'est le ça. week-end dernier. Et puis, pour les playoffs, on vous fera un point à partir de notre prochain épisode dans un mois, espérons. Un mois et demi maximum. On Je y te laisse faire croit. je te laisse faire le focus pilote C'est ça. sur Et un oui, numéro qu'on avait tiré le mois dernier. Oui, oui, ça fait déjà 2 mois qu'on avait tiré le numéro 91. On l'avait dit, c'était le projet de pilote international à renommée internationale de la Trackhouse Racing en Cup Series, qui a vu notamment Helio Castroneves ou encore Kimi Raikkonen courir sous cette bannière. Mais on va faire un point sur les pilotes du coup de d'Xfinity Series et de Truck Series, puisqu'ils sont deux, et faire juste sur un des deux pilotes n'aurait pas été assez long. Donc, on va vous parler rapidement de Josh Bilicki et Jake Wood, qui sont respectivement les pilotes concernés par cette rubrique. Josh Bilicki, rapidement, il est né le 3 juin 1995 dans le Wisconsin, à Menomonee Falls. Il pilote pour la DGM Racing sur Chevrolet. Il a fait également une saison complète en 2021 chez la Rickway Racing en Cup Racing, où il a été faire top 10, un petit top 10 sur la deuxième course de Daytona, le Coq Zero Sugar 400. Après,
il aime beaucoup apparemment tout ce qui est lié au moteur, puisque dans sa biographie, comme il disait dans son interview, il se considère comme racer of anything with a motor, donc pilote de tout ce qui a un moteur, puisqu'il a commencé à faire du karting à 4 ans, puis après il a commencé à entrer dans les divisions nationales à l'âge de 15 ans. Mais c'est principalement ce qu'on peut dire. Il a été beaucoup impacté par un certain B.J. McLeod dans sa carrière. Et il a commencé sa carrière en Cup Series sur le circuit routier de Sonoma Raceway, sachant qu'il avait fait ses débuts en Xfinity sur un autre circuit routier à Road America. Bon, c'est un pilote relativement anonyme, pas grand-chose à raconter, puisqu'en 10 ans de Xfinity, il a seulement 4 petits top 10. Actuellement, au championnat, il est au-delà du top 20, puisqu'il est à une anonyme 25e place, si je ne me trompe pas. Pardon, 29e place. 29e place. Et en ce qui concerne Jack Wood, lui, on a peut-être plus un pilote intéressant sur lequel vous pourrez accrocher, avoir des atomes crochus pour vos futurs pilotes à supporter, puisque il vient de démarrer une 5e saison en Truck Series, où pour l'instant, bon, il est actuellement 18e du championnat avec aucun top 10 et un abandon, mais c'est un pilote notamment qui n'était pas mauvais en ARCA, puisque sa saison 2023, en 8 courses, il aura fait 6 top 10. Il est né, lui, le 7 août 2000 en Californie, à Loomis. Et sinon, il pilote également chez Chevrolet, mais cette fois pour le McAnally Hillman Racing. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est qu'il aime beaucoup tout ce qui est musique. Avant la course, c'est vraiment ce qui l'apaise en termes de petites anecdotes sympathiques. Et sinon, il donnait des conseils dans une interview au Podium Finish. C'est que chacun a un chemin différent et que c'est pas comme le foot ou le foot américain où vous allez gagner 50% de la saison puisqu'il y a 43 pilotes qu'il faut battre au lieu d'une équipe. Donc c'est un sport assez dur à battre. Et il prend Kyle Larson comme exemple de pilote qui est au top niveau mais qui continue à travailler dur. Et il faut garder la tête froide pour continuer à avancer dans ce sport. Donc voilà, peut-être un futur grand nom. On ne sait pas si on a déjà une pépite qu'on a pu interviewer et qu'on retrouvera plus tard dans la saison, mais voilà. Et je pense que, Jules, je ne sais pas si tu veux faire le tirage au sort du prochain pilote qui sera concerné par notre rubrique Focus Pilote rapidement. Numéro 4. Numéro 4. Oh, intéressant. Donc on va partir soit sur du Noah Gragson pour la Fontco Motorsport, soit en Xfinity, on a le choix entre Noah Gragson, Parker Retzlaff pour la Alpha Prime en Xfinity Series ou en Truck Series. On va voir ça tout de suite. Mais bon, pas grand monde en Truck Series de concerné. Mais numéro 4, l'ancien numéro d'un certain Kevin Harvick, notamment champion de la Cup Series en 2014, si ma mémoire est bonne. J'ai un doute d'un seul coup, mais ça doit être en 2014 qu'il a été champion. C'est ça, champion NASCAR Cup Series en 2014. Donc voilà, il pilotait à l'époque numéro 4 pour la Stewart Haas Racing. Comme à chaque épisode, on va vous parler d'un record de la NASCAR. Là, on va vous parler de celui du plus grand nombre de victoires d'affilée, parce que Christopher Bell en Cup Series, parce que Christopher Bell a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines en remportant 3 courses d'affilée. Il n'a pas réussi à faire la passe de 4, ce qui n'a plus été réalisé depuis 2007. C'était Jimmy Johnson, cette fois champion, qui l'avait fait. Mais les 4 victoires d'affilée, c'est pas le record de la Cup Series. Il y a un record encore plus incroyable qui date de 1967 et c'est assez peu probable qu'il soit battu un jour. C'est Richard Petty qui l'avait fait C'est vraiment en surprenant, gagnant 10. Hein. vraiment surprenant. Ce nom que tu m'annonces là, personne n'y aurait pensé. Non, vraiment, c'est une grande surprise. Mais du coup, lui, il avait remporté non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9 courses consécutives, mais 10 courses consécutives, ce qui est une série assez folle. Il l'avait commencé le 12 août 1967 au Bowman Gray Stadium en Caroline du Nord. C'était la 37e manche de la saison déjà. Il avait mené l'intégralité de la course. Il s'était imposé avec 3 tours d'avance sur le deuxième, Jim Pascal. Pas mal.
Et il s'impose donc 10 fois en 10 courses. Il va même s'imposer 3 fois dans la même semaine, entre le 4 et le 10 septembre 1967. C'est 3 fois dans la même semaine, c'est très très costaud. La grande époque. C'est ça. Et sa série, elle prend fin le 15 octobre à Charlotte. Il était parti en cinquième position et il a fini 18e. C'était une course qui avait été remportée par Buddy Baker. Et bizarrement, après cette série incroyable, Richard Petty devenait 3 semaines plus tard champion de la NASCAR. Étonnant. On peut faire un petit point peut-être sur les circuits, les courses à venir sur les prochains Oui, week-ends, c'est ça, avec jusqu'à fin mai, début juin. un peu de diversité. On va commencer par la Truck Series. On va commencer du plus petit au plus grand. Truck Series, ils vont aller faire un week-end commun à Bristol, puis Rockingham, avant d'enchaîner Texas, Kansas, celui de North Wilkesboro et Charlotte-Nashville. Pas grand-chose à dire sur ces circuits, si ce n'est le retour à Rockingham ou encore à North Wilkesboro. Sinon, c'est du grand classique du calendrier. Bah, quand Également même pour... noter, quand même noter qu'ils font 7 courses. C'est la série qui va avoir le plus de courses sur la période, alors que ils ont eu que 5 courses sur le début de saison. Oui, 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 Il c'est va vrai y qu'ils vont avoir faire un un enchaînement, un enchaînement enchaînement pour leur de courses championnat. qui va falloir être capable de supporter. Euh, Ça va être un peu plus physique, un peu plus intense que le Enfin, début de saison. Xfinity et Cup Series, on a 6 courses qui sont relativement variées. Pas de circuit routier, mais les deux championnats vont aller à Bristol, donc en short track. Bristol qui a inspiré, rappelons-le encore une fois, Cars, le meilleur film d'animation de tous les temps, qu'il soit. Euh, Puis après, il va y avoir une séparation puisque la Xfinity rejoint la Truck à Rockingham, tandis que la Cup Series va aller sur un circuit encore plus impressionnant puisqu'ils vont aller sur le deuxième Super Speedway de la saison à Talladega. Et après, des ovales classiques d'environ 1,5 miles puisque ça a enchaîné Texas, Charlotte et Nashville. Alors, sachant que le Kansas est également au programme de la Cup Series, bon, ça ne sera pas les courses où il y aura le plus de suspense. On va dire, c'est comme Richard Petty qui avait enseigné 10 courses. On peut pas dire que la NASCAR soit le championnat le plus stimulant par rapport à ça, mais il faudra se méfier. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donnait. Bon, Bristol, Talladega. J'aime bien voir ce que ça donnait à Charlotte aussi, parce que Charlotte, c'est souvent la course la plus longue de la saison, avec la All-Star Race qui avait lieu à l'époque parfois. Non, voilà. Sinon, Texas, Kansas, Nashville, c'est pas des circuits qui marquent particulièrement. Mais Rockingham aussi, c'est intéressant à voir Rockingham et North Wilkesboro pour les deuxième et troisième divisions. Mais on va faire un point. Mais voilà, si vous voulez commencer à se faire un SCAR, on peut vous recommander Bristol et Talladega. C'est, je pense, le plus important entre nous. Et on peut noter aussi la course All-Star le 18 mai prochain. C'est à North Wilkesboro. Toujours. Bon, là, c'est surtout pour toucher l'argent. L'argent est toujours l'argent. Mais non, c'est intéressant à voir à North Wilkesboro. Ça reste un All-Star Game. Ça a toujours son petit côté sympathique. C'est ça. C'est le show business américain. Et C'est l'avantage, c'est ça. que on pourra noter que les droits de douane ne sont pas présents pour le prix du vainqueur. Ah, mais alors par contre, bah, c'est un petit encart et après on terminera sur ça. J'ai lu que avec les droits de douane de Trump, la NASCAR pourrait prendre un peu cher parce que ils ont beaucoup de pièces détachées qui viennent d'autres pays. J'avais vu le Royaume-Uni par exemple. Donc si jamais ça... Bon alors après avec Trump c'est toujours compliqué. Un jour il dit oui, le lendemain il dit non. Mais il se pourrait que euh, la NASCAR prenne un petit coup économiquement dans les prochains mois, prochaines années. Et n'achetez pas Parce sur que le site c'est de la notamment les NASCAR. pièces détachées, les pièces détachées qui viennent de l'étranger et qui pourraient être surtaxées. N'achetez pas sur le site de la NASCAR puisque vous risquez d'avoir quelques surprises en voulant acheter une miniature. À titre indicatif, une miniature qui coûtera 16 dollars vous coûtera approximativement 60 dollars de frais de port juste pour la faire venir outre-Atlantique. Donc voilà, on aime beaucoup ce cher sport américain qu'est la NASCAR, mais derrière nos télés, c'est pas si mal que ça finalement. C'est ça. Bon, et bah sur ce, on va se laisser là, Marcas.
Oui, merci Jules pour ce deuxième épisode, on peut dire ça en quelque sorte. On est enfin lancé, on a passé la seconde, on est sorti des stands et là on va démarrer notre tour lancé en espérant que ça soit une bonne performance et qu'on n'ait pas de casse mécanique en route. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant à suivre sur les prochains épisodes. Le plus important restant, je pense qu'on arrivera d'ici fin septembre, puisque enfin non, fin août, on aura le début des playoffs. Donc vraiment ce qui nous intéresse le plus. Yes. Et ben sur ce, chers auditeurs, chères Chers auditrices, on chers espère que auditrices. cet épisode vous a plu. Et Et puis, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, sur YouTube. Et on se dit à la prochaine. ciao.